Madame, Monsieur le ministre, Mesdames, Messieurs les parlementaires, la présidente de la CNIL, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux, chers amis, je ne vais pas vous faire un grand discours, je vais essayer de réagir à ce qui s'est dit et d'abord vous remercier parce que on est en train de démontrer qu'on peut continuer à faire des événements de mobilisation, des réunions en période Covid. Donc il faut une certaine discipline, celle qu'on est en train d'avoir collectivement. Ça réduit un peu la convivialité, ce qui fait que le cocktail qui était prévu à l'issue de la réunion ne se tient pas par prudence, mais ça montre aussi qu'on peut continuer à avancer, se voir et faire avancer les sujets auxquels nous tenons. Et je voulais vraiment remercier, pour commencer, d'abord les 3 témoignages et les 3 succès, il faut bien dire, qui se sont exprimés là, mais tout l'écosystème. On a vu avant l'ensemble des différents responsables de communauté French Tech. Vraiment merci à toute la communauté et à la French Tech, au secrétaire d'État au ministre, à Tech in France, à France Digital, Syntec Numérique, à BPI France, Station F, l'ensemble des fonds de l'écosystème et tous ces acteurs. Je ne suis pas exhaustif, mais en quelques années, c'est structuré comme ça une espèce de carte du tendre de la mobilisation, de l'engagement pour faire de la France une place qui crée, développe et est en train de transformer le monde. Et ça a une énorme valeur. Et c'est votre capacité à faire toujours un peu plus que simplement votre job, mais aussi avec l'ensemble des administrations qui sont présentes et que je remercie de continuer à pousser à innover, qui permet, je crois pouvoir le dire, d'avoir les résultats qui sont les nôtres. Alors les résultats, ils sont là, et au fond, pour essayer de voir comment on se projette dans cette relance, il faut essayer de regarder où on en est aujourd'hui, comment on a tenu dans la période Covid et comment on peut essayer de faire mieux demain. Les résultats, on en a sur beaucoup d'items. Celui des licornes vient d'être évoqué. Moi, je partage totalement ce qu'a dit Alexandre, ce n'est pas l'objectif final. C'est un objectif intermédiaire. Vous mobilisez. Quand on part de zéro, tout le monde nous disait en Europe, vous n'êtes pas fichu d'avoir des licornes, en France non plus. C'était un bon objectif. Est-ce que ça doit être l'objectif sur lequel on s'arrête? Surtout pas. Donc l'objectif de 25 à atteindre demeure. On a su en créer 13. Il faut continuer à avancer. Malgré tout, ça montre quoi? Qu'on reste le pays d'Europe continentale qui crée le plus de start-up, mais que nous sommes maintenant devenus un pays d'Europe continentale qui sait les développer et les faire grandir en termes de valorisation. Et ça n'était pas acquis il y a 5 ans. Donc il faut savoir d'où on vient et où on est arrivé. Est-ce qu'il faut s'arrêter là? Surtout pas. Donc il faut continuer là-dessus. Mais en termes de fonds levés, ce qui est aussi un bon indicateur, on était à 2,6 milliards d'euros en 2017, on est passé à 5 milliards en 2019, avec des tickets d'ailleurs toujours de plus en plus gros, 2,7 milliards d'euros sur le premier semestre 2020, donc malgré les difficultés, alors même que les marchés voisins britanniques et allemands souffraient un petit peu de leurs difficultés au premier semestre de l'année, on a plutôt consolidé nos résultats. Donc sur ce volet-là, qui était, je dirais, notre faiblesse historique, surtout par rapport aux Britanniques, on est en train de commencer à rattraper notre retard, on a même rattrapé une partie, et on arrive à lever de plus en plus, avec des tickets de plus en plus conséquents. Et ça, c'est ce que vous avez su collectivement, justement, consolider. Comment? D'abord, parce qu'il y a eu plusieurs initiatives, les différentes mobilisations, d'abord la BPI, les fonds historiques de l'écosystème français, dont je reconnais les visages amis et que je salue. On a su derrière développer, avec les fonds d'ITB, environ 6 milliards d'euros d'investissement. On a 24 fonds non cotés qui sont aujourd'hui labellisés, dont 9 dans la santé. On a 9 fonds cotés qui se sont mis en place. Là aussi, la BPI, les business angels, les fonds historiques se mobilisant, les institutionnels étant mobilisés pour permettre d'aller plus loin. On a su mobiliser les acteurs internationaux avec des initiatives comme Choose France ou le Scale-up Tour. Et donc, on a réussi véritablement, avant crise, et on a maintenu pendant la crise, à avoir un écosystème qui permet les levées, qui consolide le financement de l'écosystème français. Et donc, on a gardé notre capacité à innover, mais on s'est renforcé sur ce volet-là. À ça s'ajoute notre capacité à créer des sorties. Et là aussi, tout ce qui a été fait pour valoriser justement les parcours, reconnaître du Next 40 au French Tech 120, etc.,
cet écosystème. On a commencé à enclencher des sorties sur le marché et pas simplement en M&A, ce qui est aussi important pour beaucoup. Et là-dessus, on sait qu'on a encore beaucoup de défis à relever. Deuxième point sur lequel je voulais insister, on l'évoquait tout à l'heure avec certains, on crée des emplois. Et c'est vrai que c'est là où la comparaison avec l'économie traditionnelle parfois est cruelle. Quand on parle de licorne, on parle de valorisation, mais après quand on regarde le nombre de salariés, on n'est pas face à des grands groupes. Mais je pense que c'est très important de le dire, de le marteler. Fred le disait tout à l'heure dans la petite réunion qu'on avait avant, et il faut aller beaucoup plus loin. Là, l'écosystème français est créateur d'emplois, de plus en plus, et plus on arrive justement à continuer à innover, à continuer à financer la croissance, à attaquer le marché français, le marché européen et le marché mondial, plus on crée des emplois sur notre territoire aussi. Et le numérique, qui a très longtemps été vu comme un secteur qui détruisait de l'emploi dans les secteurs traditionnels, surtout pour ce qui relève de nos acteurs, est un écosystème qui crée de plus en plus ces emplois et qui les crée sur tout le sol national. Vous l'avez très bien dit, hexagone comme outre-mer, avec là aussi une répartition qui est de plus en plus équilibrée et un modèle qui est de plus en plus large sur le territoire. Ensuite, on arrive à maintenir et même on renforce nos performances en termes d'innovation. Pour moi, c'est un élément important. Quand je regarde les classements innovation qui sont sortis récemment, la France passe à la 12e place en faisant un bond en avant très important. Le classement de Shanghai nous a vu progresser très fortement parce qu'on a réussi à réorganiser nos acteurs essentiellement publics, mais à donner justement de l'échelle, de la visibilité mondiale et des meilleures performances à nos grands acteurs, organismes, universités et logiques de campus. Ce qui est très important pour vous, ça a été donné dans les facteurs tout à l'heure de réussite, et ça c'est vraiment une consolidation de nos forces traditionnelles, mais quelque chose qu'on a su réorganiser ces dernières années, sur lequel on doit aller beaucoup plus fort, et c'est d'ailleurs le but de la loi recherche, innovation, enseignement supérieur qui va arriver au Parlement, qui est à la fois un investissement historique en financement, mais aussi une réorganisation des parcours et une réorganisation de notre système sur le terrain, pour être beaucoup plus efficace et attractif, parce que vous êtes sur des secteurs de talent. Ça, c'est quelque chose qu'on a su également consolider. Et puis, on a su, je crois, ces dernières années, construire un écosystème de partenariat public-privé. C'est le deuxième élément que vous avez cité tout à l'heure dans les facteurs de projet. Je crois que la présence d'ailleurs de plusieurs acteurs de cet écosystème le montre, et je les en remercie. Un écosystème de régulation efficace, la CNIL, la CPR et plusieurs autres, mais je pense que c'est très important d'avoir aussi cette pénétration, ce dialogue entre un écosystème d'innovation qui historiquement était comme étranger aux régulateurs, et là avoir l'autorité administrative indépendante en charge des libertés qui travaille de manière partenariale, et on a su le faire sur beaucoup de sujets. Je ne suis pas exhaustif sur l'ensemble des régulateurs, mais sur les régulateurs sectoriels comme les grands acteurs nationaux, on a créé un écosystème de régulation nationale beaucoup plus fort, en même temps qu'on a su avancer sur un écosystème européen, avec par exemple la réglementation européenne qu'on a su bâtir sur les données. Ensuite, on a mis en place un écosystème public, vous l'avez très bien dit, de travail aussi avec nos administrations. J'avais l'occasion de dire une des fois précédentes, l'URSSAF est votre ami. Et voilà, ce qui s'est développé avec l'ACOS, avec l'ensemble des administrations, est très important aussi, à la fois parce que c'est ce qui permet parfois de réussir à gagner en efficacité, mais aussi nous, pour nos administrations, à transformer les modèles, et on l'a vu pendant la crise du Covid, ça a été très bien illustré, et on continue à le voir chaque jour. Et je crois que c'est une force, on est au début, mais ça c'est quelque chose qu'on a commencé à craquer. Et puis on a un écosystème de cybersécurité qui est aussi très fort, le travail de l'ANSSI, là aussi de beaucoup d'entreprises de l'écosystème avec justement notre agence nationale est très important. Je crois que c'est une force, on a gagné en vélocité, on a gagné en réactivité, on est reconnu. Le travail de l'ANSSI l'est pour tous les acteurs petits ou grands quand ils sont attaqués. Et le sujet cyber va devenir un sujet croissant pour vous tous et toutes. Et on sait qu'il n'y a pas de communauté durable, il n'y a pas de création de valeur durable, il n'y a pas de soutenabilité si on n'arrive pas à continuer ce mouvement. Je ne suis pas exhaustif dans ce que je dis là. Mais tout ça, c'est le travail collectif qui nous a permis sur chacun des items, la capacité à innover, la capacité à attirer des talents et à consolider, la capacité à financer, à avoir cet écosystème, à profondément transformer les choses. Et tout ça a fertilisé les réformes qu'on a fait en début de quinquennat, sur le plan essentiellement fiscal,
lesquels, à travers la flat tax, la transformation de l'ISF, le crédit impôt recherche, mais aussi les visas French Tech et autres, d'attirer le capital et le talent sur les modèles d'attractivité qu'on connaît. Cet ensemble, il produit les résultats que vous venez d'illustrer, que je viens de rappeler. Toute cette transformation, elle a tenu pendant la crise Covid. Et elle a tenu pour plusieurs raisons. D'abord et avant tout, vous. J'ai souvent dit, l'entrepreneur, en règle générale dans le monde, mais c'est tout particulièrement vrai des entrepreneuses et des entrepreneurs français, c'est une plante qui n'a pas besoin d'être arrosée, mais qui demande de la stabilité. Et je crois que le fait qu'on vous ait donné de la stabilité sur les sujets clés pendant beaucoup de temps, vous a permis de montrer aussi votre résilience. Vous ne faites pas partie de catégories qui demandent des aides. Ça ne fait pas partie de votre ADN pour le coup. Mais vous vous êtes battu et vous avez été extraordinairement résilient. Il faut dire, à votre décharge, que le Covid aime le numérique. On a pu le constater, il suffit de regarder les valorisations des grands groupes Internet, c'est une très bonne période. Comme le Covid réduit la capacité à interagir physiquement, il est très dur pour les métiers de convivialité ou tout ce qui est physique, il est plutôt bon pour ce qui s'est numérisé. Il va falloir malgré tout réussir à résister dans l'après-Covid. Mais vous avez tenu. Et puis vous avez tenu parce que vous avez très bien utilisé les dispositifs mis en place. Je salue la mobilisation de la BPI et de ce que le ministre a su établir, mais c'est vrai que les prêts garantis par l'État, les mécanismes de chômage partiel ont été très bien utilisés et c'était fait pour ça et ont permis de résister. Et donc, je pense en plus, pour ajouter un point, ça a été dit tout à l'heure dans la petite réunion qu'on faisait avec les communautés, je pense que beaucoup de communautés French Tech dans cette période ont appris, peut-être parfois pour certaines, à résister à des crises pour la première fois et pas être que dans des logiques de croissance. Ce qui a aussi permis d'accélérer des apprentissages communs et de la résilience parce que beaucoup d'entrepreneurs qui avaient eu à vivre des crises précédentes ont beaucoup appris à des jeunes entrepreneurs et entrepreneuses pour qui c'était la première crise exogène. Et je pense que quand on sort vivant ou renforcé de ces moments-là, c'est un facteur aussi d'accélération de l'apprentissage. On en est là. Et donc on peut être fier de ce qui a été fait, de la résistance. Maintenant, comment on franchit ensemble les prochaines étapes? Et moi je suis convaincu, comme Alexandre d'ailleurs l'a dit, qu'il ne faut pas du tout s'arrêter là et penser que les objectifs qui étaient fixés hier valent toujours. Il faut aujourd'hui les réinventer et essayer collectivement d'aller beaucoup plus loin et beaucoup plus fort. D'abord parce qu'on va s'en donner les moyens, et ensuite parce que je pense que dans cette capacité qu'on a à se projeter, se réinventer dans ce monde, ce qu'on a appelé le monde d'après, mais qui va être au fond le monde de la vie avec le virus, sans doute pour des semestres, peut-être des années, et du monde d'après, je pense qu'on a les recettes pour inventer quelque chose où nous sommes collectivement plus forts. La première chose, c'est que nous, on va être au rendez-vous. Le ministre de l'économie, des finances et le secrétaire d'État l'ont annoncé, mais je vais ici y revenir, c'est qu'on va être au rendez-vous de l'investissement, de l'engagement dans l'avenir à vos côtés. C'est ce fameux France Relance. Et France Relance, ça montre une chose, c'est qu'on est collectivement convaincus que si on veut réussir, non pas à revenir comme avant, mais à nous réinventer collectivement, c'est le moment, parce qu'il y a une opportunité, je dirais philosophiquement, il y a même un besoin anthropologique, et il y a une disponibilité des marchés pour investir, non pas simplement sur la résistance à la crise, mais l'accélération des transitions qui étaient en cours. Et donc France Relance, c'est ces fameux 100 milliards d'euros qui vont se déployer d'ailleurs dans beaucoup de secteurs où vous êtes des acteurs. Parce que le numérique n'est pas un secteur en soi. Et donc tout ce qui est fait sur l'hydrogène, l'énergie, les transformations vont engager énormément d'acteurs que vous êtes dans la disruption des modèles traditionnels et vous êtes concernés par tous ces plans sectoriels. Mais de manière plus spécifique, il y a 7 milliards d'euros qui sont mis justement sur la transformation de notre écosystème de start-up et du numérique français. 3,7 milliards pour soutenir les startups et accélérer l'investissement en capital. On sait qu'on en a besoin. Il va falloir le faire en défensif et en offensif, beaucoup plus en offensif, avec là aussi tout particulièrement la BPI, les fonds qui sont menés, que ce soit des fonds directs ou des fonds de fonds. Mais on va investir justement pour démultiplier les forces, c'est ce que le secrétaire d'État a porté, et en capital permet d'accélérer justement le travail qui est fait, et vous aider à aller chercher aussi du capital ailleurs.
dans des partenariats industriels. Et pour moi, à quoi ça sert le capital qu'on met dans cette phase? À grandir pour vous beaucoup plus vite, mais à aller chercher plus rapidement des partenaires industriels et pas simplement financiers à l'extérieur, qui peuvent vous aider à continuer d'augmenter le capital, mais qui en même temps vous donnent des opportunités d'accès à d'autres marchés. On va investir 300 millions d'euros dans la formation. On en a là aussi besoin, à tous les niveaux, pour continuer à consolider ce qui est fait. Beaucoup d'acteurs l'ont fait dans le privé, on continue à le développer dans le public, ce qu'on fait sur le CAPES, l'agrégation et les différentes filières. On a besoin de continuer à transformer, à apporter une offre de formation à tous les niveaux, et donc on va investir pour accélérer les initiatives qui avaient été prises. On va aussi mettre 800 millions d'euros sur le numérique au quotidien et l'accès, parce que là aussi on en a besoin, j'y reviendrai en termes d'inclusivité, pour permettre d'accélérer le travail à la fois de déploiement des infrastructures numériques sur le territoire et de formation de tous nos concitoyens à qui on demande de plus en plus d'accéder au numérique et qui, si on ne fait pas cet effort de formation, resteront en marge du modèle. Ce qui n'est pas soutenable, ni économiquement, ni socialement, ni démocratiquement. Et puis on va mettre en place un investissement de 2,3 milliards de transformation de l'État et des entreprises, qui là est, si je puis dire, l'accélération de ce qui est fait dans nos services publics pour se numériser beaucoup plus vite, pour transformer les pratiques, pour s'équiper, pour investir, là aussi pour former. Et de même sur nos PME et parfois nos ETI, parce qu'on sait qu'une des faiblesses françaises, et qui demeure quand même un peu, malgré tout le bilan très positif que j'ai dressé, c'est qu'on a une structure de PME, parfois de TPE historiques, qui se sont moins digitalisées que beaucoup de voisins. Ce qui est une vulnérabilité pour elles, et c'est lié au fait qu'il y a un élément culturel, il y a aussi des rigidités en termes de financement, mais ce qui est si je puis dire, un frein à leur développement et un frein aussi à nos performances. Et donc dans ces 2,3 milliards, on investit aussi pour accélérer cette transformation. Donc nous, on va être au rendez-vous, en même temps qu'il nous faut accélérer tout l'écosystème que j'évoquais tout à l'heure pour aller beaucoup plus vite sur le travail qui est fait avec les administrations, avec les régulateurs, et le travail qui est fait dans certains secteurs qui sont clés. J'en cite quelques-uns sur lesquels on va là aussi investir fortement avec France Relance, le quantique, l'intelligence artificielle, cybersécurité, parce que ce sont des secteurs où là, il y a besoin d'investissements publics forts, parce qu'on sait qu'ils sont très capitalistiques, parce qu'on sait qu'ils sont critiques, et que si on veut un écosystème fort et souverain, on a besoin au niveau français et européen d'aller beaucoup plus fort sur l'investissement. On sait qu'on a besoin d'investissements de rupture et qu'on ne peut pas demander au secteur privé seul de le porter. D'ailleurs, aucun écosystème dans le monde ne le finance que par le secteur privé, ni les Américains ni les Chinois. Et donc on doit là aussi être beaucoup plus fort dans les investissements qu'on va porter sur ces verticaux. Donc voilà, nous, la stratégie qu'on va, si je puis dire, consolider dans les prochains mois, qui fait que, fort de cela et de tout ce qu'on a acquis, on peut rêver beaucoup plus haut et beaucoup plus fort. Parce qu'on investit, j'en suis persuadé, aux bons endroits, sur un écosystème qui est prêt. Et dans le même temps, je l'évoquais tout à l'heure, on investit sur la recherche fondamentale et la recherche technologique à travers la loi qui va simplifier beaucoup de dispositifs, mais aussi de l'investissement public en amont. Et donc c'est un continuum qui est extrêmement cohérent. Ça, c'est le premier pilier qui, dans l'après-Covid, me dit on accélère tous et on prend nos responsabilités avec l'écosystème. Le deuxième pilier, c'est de consolider sur, au fond, les forces historiques du modèle français. Et je crois qu'on est à un moment là de bascule dans cette sortie du Covid où on a beaucoup parlé, on en parlait dès le mois de mars de l'après-Covid. Ce temps d'avec le Covid va durer, il faut être tous lucides là-dessus, c'est pas la peine de se mentir. Et donc, en tout cas, ce monde qu'on est en train de réinventer, qui va être sans doute une sortie progressive, parce que le virus va continuer de tourner, mais on doit avoir encore plus de force pour penser ce monde d'après ou ce monde de transition. Je crois qu'on doit collectivement porter les forces françaises qu'on avait un peu oubliées, ou qui jusqu'alors étaient vécues comme, au fond, des poids. Je m'explique. Si on veut réussir, compte tenu des transformations qui sont en cours, on a besoin d'avoir, premier point, de la stabilité réglementaire et un écosystème bien régulé. C'est notre force. Et on a réussi ces dernières années à gagner en simplicité, à avoir justement de l'expérimentation, à rapprocher notre écosystème de régulation avec l'écosystème privé. Il faut qu'on accélère là-dessus, qu'on le renforce, mais
n'oublions pas de vue une chose, le fait d'avoir un écosystème régulé est une force inédite. Parce que tous les systèmes démocratiques vont réguler leur numérique, tôt ou tard. Nous avons commencé à le faire et on a plutôt de la maturité sur ce point. Ce qu'il faut continuer à faire, c'est simplifier et accélérer parce que vous avez besoin de vitesse. Et donc nous, on doit gagner en vitesse, mais les infrastructures sont là. Et donc moi je pense que si on veut la réussir, c'est de plus en plus multiplier les procédures de rescrit, multiplier les procédures partenariales, réussir à innover en termes de régulation pour gagner en vitesse réglementaire collectivement, en simplicité, mais c'est une force du modèle français si on sait passer ce cap. L'autre chose, c'est l'équipement. La France est un pays de réseaux, d'équipements, historiquement les routes, les canalisations d'eau, et maintenant l'équipement de numérique. Grâce au New Deal, on doit finaliser, et c'est un des objectifs, un des KPI du secrétaire d'État, dans les tout prochains mois, lui aussi, on lui accélère ses objectifs, donc 3G, 4G partout, et un Internet mobile haut débit, mais on doit aller plus loin, plus fort. Je pense que là, on va l'accélérer, et évidemment, on va passer à la 5G. Je vais être très clair. La France, c'est le pays des Lumières, c'est le pays de l'innovation. Et beaucoup des défis que nous avons sur tous les secteurs, ils se relèveront par l'innovation. Et donc on va expliquer, débattre, lever les doutes, tordre le cou à toutes les fausses idées. Mais oui, la France va prendre le tournant de la 5G parce que c'est le tournant de l'innovation. Et j'entends beaucoup de voix qui s'élèvent pour nous expliquer qu'il faudrait relever la complexité des problèmes contemporains en revenant à la lampe à huile. Je ne crois pas au modèle Amish. Et je ne crois pas que le modèle Amish permette de régler les défis de l'écologie contemporaine. Et donc, on va continuer à équiper, innover, mais simplement l'innovation ne doit pas être que technologique, elle doit être aussi sociétale et sociale, et il faut regarder les peurs en face. Il y a des peurs liées à ces innovations, il faut les lever en disant la vérité, en trouvant les bons compromis, et en expliquant, en mesurant, par le débat citoyen éclairé. Et puis on a pour moi 3 éléments clés dans le modèle français aujourd'hui qu'il faut valoriser, accélérer, si on veut réussir. C'est ce que j'appellerais éducation, santé, climat. L'éducation, on a un des meilleurs systèmes éducatifs au monde. Il avait des failles, on a toujours des faiblesses. On a beaucoup investi, on continue d'investir sur le modèle éducatif français pour relever ses performances. Mais on a une éducation publique de très grande qualité, de 3 ans jusqu'au sup. C'est un élément d'attractivité. Vous êtes une économie de talent, le secteur a besoin d'attirer des talents. Il faut valoriser cet élément. Quelle autre économie au monde permet à des talents de former leurs enfants à l'école publique avec une école de qualité exceptionnelle tout au long de leur vie? La France. Et on ne l'a pas assez dit, martelé, valorisé. Quand ils ont des salaires qui sont peut-être les doubles sur la côte Est, ils ont un modèle qui est hyper sélectif sur une base monétaire pour leurs enfants. Et donc il faut actualiser le coût de cette éducation tout au long de la vie. Nous, c'est 0. C'est une force d'attractivité pour innover. Et c'est une force d'attractivité dans la durée. Le deuxième élément, c'est santé. On a réinvesti 8 milliards d'euros dans notre système de santé, qui était déjà l'un des plus performants au monde. 8 milliards d'euros par an, avec le fameux Ségur. C'était légitime, et ça vient s'ajouter à une loi de modernisation de notre système et à nos forces historiques. Mais notre système de santé, lui aussi, non seulement est l'un des meilleurs en termes de recherche, d'accompagnement, mais il est juste et il est quasi gratuit, avec un ticket modérateur qui est extraordinairement réduit. C'est un élément d'attractivité. Et il faut le valoriser. Dans un monde où on a vu la panique liée à l'épidémie, nous n'avons pas un système d'exclusion sanitaire. Et là-dessus, je vous le dis parce que pendant des années et des années, on a eu le modèle social honteux. Et on a regardé le modèle social que par son coût, on a dit c'est un terrible facteur de non-compétitivité, non-attractivité. Faux. On a corrigé nos biais fiscaux, mais maintenant, il faut faire de notre modèle social historique un levier d'attractivité pour tous les talents du monde entier. Parce que ce modèle n'a pas d'équivalent. Et parce que notre attractivité et la consolidation de notre écosystème ne se fera pas par la dégradation de ce modèle. Il n'y a pas de voie démocratique dans ce sens. Vous ne convaincrez aucun Français d'aller financer les investissements de demain en dégradant le modèle éducatif ou social. Simplement, il faut enfin en faire un élément d'attractivité des talents.
Et c'est fondamental. Et le troisième point, c'est climat. Nous avons engagé la transition climatique. Nous, Français et nous, Européens, nous croyons à l'accord de Paris. Nous savons tous les efforts que ça demande. On a entamé des transitions profondes sur la production d'électricité et d'énergie, mais aussi sur la manière de se déplacer comme de vivre, avec beaucoup de contraintes, avec parfois des secousses sociales qu'on a pu connaître dans le pays. Là, on accélère les choses parce que 30% du plan d'investissement seront sur cette transition. C'est une énorme force. Et il faut valoriser cette force française et européenne du climat. Parce que dans votre écosystème, tous les talents y croient et veulent y croire, et parce que surtout, ils rentrent dans un écosystème qui est durable. Ce qui n'est pas le cas d'un écosystème chinois ou américain, aujourd'hui. Et pour moi, ce triptyque, c'est un triptyque qui, quand on parle à l'intelligence des gens, et donc de celles et ceux dont vous avez besoin, financeurs, acteurs, talents dans tous les secteurs, est un élément énorme d'attractivité et en même temps quelque chose qui nous rendra plus forts parce que ça repose sur nos bases historiques. Encore une fois, la France est le pays des Lumières, ce sont nos forces historiques. Si on sait se moderniser, comme je l'ai dit, on va pouvoir construire notre attractivité sur des forces qui sont cœur pour nous. Cœur. Troisième élément qui me rend optimiste sur la relance, c'est le fait que ce moment de bascule est le moment où on peut accélérer la transformation en termes d'inclusivité. Ça a été dit tout à l'heure par plusieurs d'entre vous, mais on le voit bien, nos sociétés, elles recherchent du sens, elles se rendent bien compte qu'il n'y aurait pas un monde dans lequel on travaille dans une entreprise dont le seul objectif c'est de faire du profit et d'accumuler, et qu'après on peut rentrer dans une société dont les objectifs seraient l'inclusivité sociale, l'égalité femmes-hommes, la paix dans tous les quartiers de la République et la lutte contre le réchauffement climatique. Ce modèle, il ne marche plus. On a fêté hier les 50 ans du papier de Friedman. Le modèle est mort. Il ne marche plus. Et donc le modèle, il faut le changer. Et il ne faut pas le changer par... C'est mon grand désaccord avec certains, des lois fiscales ou des règles dans un seul pays. Aussi vrai que le socialisme dans un seul pays ne marchait pas, l'inclusivité dans un seul pays ne marche pas. Il faut transformer les marchés mondiaux par l'inclusivité qu'on remet au cœur de l'entreprise. C'est la responsabilité sociale environnementale du XXIe siècle, profondément transformée et accélérée. Et moi je crois très profondément que là-dessus, notre écosystème a un temps d'avance. Et donc il faut le porter, investir et y aller à fond. C'est pour ça que la ministre est avec nous aujourd'hui et je salue sa présence. Et je pense que c'est un signal très fort. C'est que vous êtes les acteurs de cette transformation, en tout cas ceux qui vont permettre de le fertiliser. Et c'est ce qui fait aussi que les acteurs des French Tech européennes, nos French Tech mondiales à nos Français, mais tous les écosystèmes tech européens, ont à mon avis un temps d'avance. C'est que ces valeurs-là aujourd'hui, elles ne sont pas portées ou sur le tard et par raccro par les géants du numérique américain et encore moins par les géants du numérique chinois. Mais l'égalité femmes-hommes, l'égalité des chances, quelle que soit son origine, l'inclusion des pratiques sur tous les territoires, l'inclusion de notre jeunesse dans les opportunités qui leur sont offertes, elles sont cœur et elles doivent rester cœur dans le modèle qui est le nôtre. À la fois dans le développement de notre écosystème, mais dans ce qu'il va réussir aussi à innover sur le reste de l'économie, dans sa capacité à bousculer le reste de l'économie. Et des initiatives Tech for Good qu'on a menées pour essayer de tirer l'écosystème mondial là-dessus, aux initiatives Tech for Value que vous avez lancées et qu'il faut continuer à développer, en passant par les déterminés et tout ce qui a pu être fait comme initiative par vous toutes et tous, on a besoin de continuer cela, mais surtout, si on veut se différencier, et si on veut que la création de l'économie à venir et du modèle dans lequel nous croyons ne soit pas quelque chose d'anecdotique, qui soit simplement un secteur pour bobos urbains de certains quartiers, mais embarque tout le pays, qui est ce à quoi on croit très profondément, la démonstration doit maintenant être faite, ce qui est déjà une réalité sur le territoire, que ces créations, ces consolidations, cette transformation par le numérique touchent la France tout entière, tous les niveaux de compétences, tous les territoires, métropolitains et ultramarins,
et qu'elle est porteuse des valeurs auxquelles nous croyons. Et je pense que c'est un levier formidable d'accélération pour un monde plus inclusif, pour accélérer la transformation à laquelle on croit, mais aussi avoir un écosystème qui n'est pas seulement un écosystème qui crée de la valeur, mais qui est porteur de sens. Je trouve que les exemples d'ailleurs que vous avez donnés tout à l'heure l'ont montré. Il y a à chaque fois quelque chose de très fort, parce que vos salariés, comme d'ailleurs les fondateurs que vous êtes réunis par ça, ce sont des communautés aussi de sens et d'engagement. Et je pense que ça correspond très profondément à ce qu'est le modèle économique et social du XXIe siècle. Nos concitoyens croient dans ce modèle-là, beaucoup plus que dans celui où, en quelque sorte, le salarié aurait des objectifs qui ne sont plus les mêmes que celui du consommateur ou du citoyen. C'est fini. Les gens veulent retrouver un sens et un engagement unique. Et je pense que, par justement ce qu'à travers l'écosystème numérique on peut faire, c'est un accélérateur de cela. Et puis mon dernier point, c'est le modèle européen. Et ça rejoint ce que plusieurs d'entre vous ont dit. Je crois qu'on doit, en même temps qu'on accélère l'investissement français, qu'on doit mieux jouer sur nos forces historiques en les montrant, et qu'on doit accélérer nos transitions vers plus d'inclusivité, cette sortie de crise, elle doit nous conduire à être plus européens. C'est ce qu'on a réussi à faire en juillet avec l'accord européen, mais c'est vital pour vous. Ça a été très bien dit par Alexandre à l'instant. Votre marché, bien souvent, est national. Et le marché européen dans le numérique, c'est une addition de marché domestique. Alors, on ne le fera pas du jour au lendemain, je vais être honnête. Même si on construit un marché unique du numérique, on a commencé à en mettre les briques, la vraie difficulté, c'est que ce dont vous avez besoin n'est pas simplement un marché unique du numérique, mais des marchés uniques dans tous les secteurs, parce que vous n'êtes pas que numérique, vous avez à chaque fois des verticaux qui vont chercher dans tous les secteurs. Mais cette consolidation, on doit l'accélérer parce que c'est celle qui vous permet en effet d'avoir l'accès à la taille critique beaucoup plus vite, beaucoup plus fort. Et donc oui, la bataille européenne est une bataille de l'accélération de ce modèle et de sa transformation. Donc nous, on va continuer à s'employer d'ouvrir les marchés, au bon sens du terme, c'est-à-dire de lever les barrières qui sont des freins à la création d'opportunités pour nos entrepreneurs, de lever les mauvaises régulations et de bâtir au niveau européen les bonnes régulations. Et moi, je fais toujours là aussi le « en même temps ». Je crois dans un marché numérique européen qui est un marché qui lève les barrières, qui empêche à des acteurs d'avoir un vrai marché européen tout de suite, mais qui en même temps construit les régulations dont les citoyens ont besoin pour protéger leur vie privée, pour protéger leurs données, pour protéger leur sécurité. Et donc, en même temps qu'on parle de simplification, d'accélération, on parle aussi, à chaque fois qu'on parle d'Europe, de souveraineté. Et la vraie souveraineté se bâtit au niveau européen. Et si on veut que notre écosystème soit durable, il doit être souverain. Et on a plusieurs batailles à mener sur ce sujet, mais on sait qu'on en a deux, une bataille technologique sur la 5G et sur beaucoup d'autres sujets, aussi dans le soft. On ne doit dépendre d'aucune puissance non européenne si on veut être souverain au niveau européen. On a aussi cette bataille sur le cloud, parce qu'aujourd'hui on l'a perdu, soyons aussi clairs, et on doit la réouvrir, parce que si nous voulons maîtriser durablement notre écosystème, si on veut vraiment être souverain au niveau européen, on doit rouvrir ce sujet. On ne le réglera pas dans les 2 mois ou dans les 6 mois, mais pour moi, le moment qui s'ouvre, c'est évidemment là-dessus qu'on doit réouvrir notre ambition. Donc voilà quelques perspectives que je voulais partager avec vous, pour vous dire tout ce qu'on a su faire ensemble, qu'on a tenu, mais surtout pour moi, c'est 4 piliers sur lesquels on doit bâtir l'avenir. Notre plan de relance, notre capacité à consolider sur le modèle français historique et au fond à le transformer sur ses forces historiques, notre capacité à bâtir véritablement l'inclusivité et l'entreprise du sens du XXIe siècle. Le mot de RSE ne doit pas rester une activité marginale, et c'est vous qui pouvez le mettre au cœur du système, et la capacité à bâtir une stratégie européenne. Voilà les 4 convictions pour l'avenir qui, je crois, nous permettront d'aller beaucoup plus vite et beaucoup plus fort. Et maintenant, je suis prêt à répondre à toutes vos questions ou échanger, ou me dire si vous n'êtes pas d'accord avec ça. Merci, monsieur. Merci, Monsieur le Président, pour ce message inspirant et pour votre soutien à la French Tech. Et merci aussi d'avoir accepté de passer ce moment de dialogue avec nous. Je sens qu'il y a beaucoup de questions dans la salle. Vous vous souvenez, levez la main et ensuite Jean-Charles.
Je n'ai pas le droit de toucher, je crois. Bonjour Monsieur le Président, je suis Jean-Charles Samuelian, cofondateur et CEO d'Alan, une boîte dans la santé. On essaye justement d'avoir ce modèle social que vous décrivez, de l'hypercroissance et du bien-être des salariés, du bien-être et du sens de la mission. Donc merci beaucoup de partager ça, on trouve que c'est extraordinairement important. On a beaucoup parlé de chiffres et d'ambition. L'ambition, on a parlé des 13 licornes qu'on a déjà et je suis complètement d'accord avec Alexandre. Les licornes, on s'en fout un peu, ce qui compte c'est qu'est-ce qu'on fait. Donc je vous propose qu'on essaye de définir ce soir ensemble. On aime bien les chiffres dans les startups, on appelle les OKR, les Objective and Key Results, donc les objectifs à se fixer. Si on se fixait d'ici à 2025 plutôt d'avoir 5 boîtes à 50 milliards, c'est Spotify en Suède, c'est Adyen aux Pays-Bas, bon, c'est tristement ARM qui vient de se faire acheter par Nvidia aujourd'hui pour 40 milliards. Donc je vous propose qu'on essaye de faire ça, 5 boîtes à 50 milliards d'ici 2025, mais 5 boîtes qui ont un impact aussi positif sur la société, et mélanger les deux, ça nous ferait gagner, je pense, par rapport aux Américains ou aux Chinois. Banco. Non, je pense que c'est une très bonne idée. Je pense qu'il faut garder nos objectifs intermédiaires. Ce que vous dites est très juste. Ce n'est pas un objectif sur lequel on doit s'arrêter. Après, soyons clairs, il y a 3 ans ou 5 ans, on aurait dit on fait 25 licornes, c'est des fadas. Donc, c'est parce que aussi on a beaucoup grandi collectivement. Mais moi j'aime bien ces 2 x 5. Et en plus ils sont très complémentaires, et ça, je m'y retrouve par rapport à la stratégie que je viens de mettre sur la table. Donc ok sur ces 5 à 50. Allez. Et alors comment on mesure les 5 qui ont un impact particulièrement transformant? Je crois que, en tout cas ma vision, c'est que pour faire une boîte à 50 milliards, de toute façon il faut avoir un impact transformant sur le monde, parce qu'on ne peut pas arriver à ces chiffres-là, à toucher les populations. Mais après, je pense que ce sera notre rôle de communiquer ensemble sur, comme vous le dites, le nouveau RSE, qui est quelle est la communication positive qu'on doit avoir sur la façon de travailler, sur la façon d'inclure. Mais ça, c'est très positif. Définissons ces critères ensemble. Ok. Banco. Cédric, nouveau KPI. Avec le masque. Pardon. Allez-y. Qui est le premier? Je sais pas si c'est 4 qui... C'est pas moi qui... C'est 4 qui... Je commence? Oui, pardon. Alors, okay. On va y arriver. Monsieur le Président, bonjour. Vous l'avez rappelé, la tech est un marché vigoureux qui a créé beaucoup d'emplois ces derniers temps. Et malgré la crise qui continue à avoir une certaine vigueur, ma question aujourd'hui concerne l'égalité des chances et la diversité dans le secteur de la tech. Vous l'avez rappelé, cet écosystème doit se nourrir de la diversité des talents et donner les mêmes chances à tous, aux talents de nos quartiers populaires et territoires ruraux, à réussir dans cet environnement. Aujourd'hui, ce n'est pas véritablement le cas et ma question est la suivante. Pouvez-vous préciser quelles sont les actions qui vous semblent prioritaires, les actions et les chantiers que vous allez mener dans le cadre de ce plan de relance pour faire des territoires une priorité? Alors, d'abord, de plus en plus d'emplois sont créés sur les territoires. On parlait de la Somme tout à l'heure, d'Autolib en créé à Nantes. Donc il y a plusieurs écosystèmes qui sont quand même fertilisés et on est au moment où ça commence à se voir parce qu'on parle d'effectifs qui sont de plus en plus significatifs compte tenu de la maturité. Je pense que là il faut mesurer, on l'évoquait juste avant. Je trouve que pour le suivre quand même depuis quelques années et de l'avoir suivi sous différentes casquettes, l'écosystème depuis le début il est sur tout le territoire. Ça c'est peut-être pas vu. Il a été plus métropolitain que rural. Mais 2/3 des startups en moyenne continuent à se créer hors de Paris. Donc toutes les métropoles et le territoire sont irrigués. La question c'est comment, maintenant on doit passer dans une phase où on crée plus d'emplois, comment on fait que ces créations d'emplois, justement, on arrive à les tirer dans des villes intermédiaires. Et ça c'est une vraie stratégie de développement où nous on doit mieux s'équiper pour que tous les territoires soient pris en considération. Ça suppose que le dialogue s'enrichisse et que ce qui était un dialogue, qui était essentiellement un dialogue d'innovation sur les premiers stades de l'entreprise, devienne un dialogue. On a commencé d'ailleurs à l'avoir avec quelques-uns, de dire ok, vous voulez créer 50 ou 100 emplois, vous avez besoin de quoi? De foncier, de trucs pas chers, comment vous vous organisez? Vous avez peut-être là une opportunité à Nantes, là à Montpellier il y a un écosystème, là même dans telle ville, vous allez être dans la Somme, à Nesle qui est à 50 km d'Amiens, il faut que je connais un peu le coin, donc qui n'est pas l'endroit le plus évident au début
Pour ça, donc voilà, c'est à nous un peu là, pas d'aménager parce que ça fait un peu de haut en bas, mais d'avoir un dialogue constructif qui aide aussi à saisir les opportunités. Parce qu'il y a énormément d'opportunités qui existent sur le territoire, où on a des villes moyennes où on vit bien, où on a un écosystème qui est équipé, où on a la possibilité d'avoir ses enfants, ses conjoints qui ont un travail, et accès, quand on en a besoin, du foncier qui est beaucoup moins cher ou des performances. Donc ça, je suis assez confiant sur le fait que, de manière assez spontanée, à mesure qu'on créera des emplois, on va, si on se débrouille bien et qu'on est bien organisé, on les créera plus largement. Ensuite, il y a la capacité, dès le début, à bien mesurer le sujet égalité femmes-hommes, diversité. Ça, je pense que c'est votre vigilance. Et les entrepreneurs que vous êtes, il faut là que vous soyez co-dépositaires de cet engagement. Nous, on a mis dans la loi des obligations, parce qu'il faut faire bouger des écosystèmes publics et privés. D'ailleurs, nous aussi, on est à beaucoup bouger. Beaucoup, on a de leçons à donner à personne. Mais il faut faire bouger les structures qui sont un peu lourdes. Par contre, si c'est pris en compte dès la phase de croissance dans l'écosystème, et donc, nous, par la formation, là aussi, on sait y répondre. Par contre, il y a la question de savoir comment on va chercher les jeunes des quartiers. Alors, beaucoup d'entre vous, d'ailleurs, ont déjà pris en compte cet élément et ont su mettre en place, par des stratégies de formation, moi, quand je vois, pour y être allé quelquefois à l'école 42 ou autre, c'est vrai qu'il y a plus de jeunes des quartiers que dans des écoles de la République, il faut être honnête avec cet élément. Donc, là aussi, l'écosystème a su produire des capacités à aller chercher les talents dans les quartiers. La question ensuite, c'est comment les entreprises, les entrepreneurs, sont incités à les prendre. D'abord, il y a la conscience des dirigeants, parce qu'il n'y a rien de mieux que l'engagement des patrons pour faire quelque chose. Ça vaut toutes les lois de la Terre et tous les décrets. Ensuite, il y a la valorisation. Et donc, quand on se dit on doit bâtir la RSE du XXIe siècle, c'est qu'on le met au top de la liste. C'est pour ça que j'aime bien l'idée des 5 à fort impact. Parce que ça veut dire qu'on met nous-mêmes ensemble, dans ce qu'on va regarder, des éléments qui sont de l'équilibre social et environnemental. Et donc la capacité à tenir le facteur égalité femmes-hommes, égalité des chances. Et nous, on a commencé avec des dispositifs, French Tech Tremplin, on a investi 15 millions d'euros, c'est ça, qui permet d'amorcer. C'est le tout début, je considère que ce n'est pas suffisant. Mais la question, c'est, je ne suis pas persuadé que ce soit les dispositifs les plus efficaces. Moi, je pense qu'il y a de l'envie, je pense que l'argent public, on doit beaucoup plus le mettre dans la capacité à former des jeunes qui viennent des quartiers ou de la diversité pour correspondre aux besoins qui sont les vôtres, si vous êtes prêts à prendre la conscience et la volonté de les recruter. Parce que souvent, le gap, il est dans la formation, la capacité à avoir quelques codes dans tous les sens du terme. Code pour savoir travailler dans l'entreprise, ou la capacité à avoir les rudiments pour être plus sur du tech. Voilà comment je vois les choses. Donc je suis plutôt plus optimiste. La question, et je vous la renvoie un petit peu, c'est comment vous aider à optimiser les instruments publics. Je pense qu'on peut être plus fort dans le secteur qu'on ne l'est avec l'économie traditionnelle. French Tech Tremplin, c'était un début. Comment on le rend plus intelligent? Est-ce que l'expérience, vous me dites, c'est le meilleur dispositif? Il faut mettre beaucoup plus d'argent ou pas? Il en faut un autre? En créant un bac numérique, par exemple, un bac au métier de développeur, ça serait pas mal. Alors on l'a mis dans les options, et après vous savez qu'il y a on a cassé les filières, donc ça de fait il y a l'option. La question c'est comment on crée ensuite peut-être un apprentissage en effet sur les métiers du numérique, parce que c'est ce qui permet le meilleur accès à l'emploi, en faisant un parcours bac -3 + 3. Ce serait un beau démarrage en tout cas, je le cède la place, mais merci pour vos réponses. Est-ce que... Monsieur le Président, je vais juste être sûr que vous avez encore le temps pour... J'ai encore 5 minutes. 5 minutes. Bon, puisqu'on a parlé de l'égalité homme-femme, je suis désolée pour 5 minutes. C'est rapide. On va plutôt prendre... pardon. Bonjour Monsieur le Président. Samantha Géozalmi, je suis partenaire d'un fonds qui s'appelle Elaya et je suis aussi board member de France Digital. Merci d'abord de nous inviter ici. Ma question est la suivante. On l'a tous rappelé, les entrepreneurs l'ont rappelé, vous l'avez rappelé également, de quoi ont besoin nos startups, de financement, de talent et de clients. Sur ce troisième point, parfois le bas blesse. Vous avez parlé de cette volonté de rapprochement des partenariats publics-privés. Comment vous allez vous assurer que cet argent qui va être déployé dans la transformation digitale de l'État va servir à nos outils français et européens? Merci.
Non, vous avez parfaitement raison. Alors, le sujet, on l'a avec les grandes entreprises publiques, d'ailleurs et privées traditionnellement. Je pense qu'on est en train de commencer à le corriger, à le pivoter, parce qu'on avait cette faiblesse par rapport, par exemple, aux Américains. C'est que nos grandes entreprises, publiques comme privées, travaillaient peu avec leurs écosystèmes d'innovation, parce qu'on avait plutôt historiquement un modèle où on inventait au sein de la grande entreprise. C'est en train de changer. Quand je vois les partenariats qu'on s'est noués, on cite souvent le groupe La Poste, mais c'est vrai qu'il a fait une très grosse mue sur ce volet-là. Mais beaucoup, vraiment, je salue aussi les entreprises traditionnelles du CAC 40 qui sont en train de faire cette mue, l'ont fait parfois à marche forcée et sont des clients importants, doivent l'être de plus en plus. Sur la partie publique, nous aussi, on est en train de faire cette mue, on doit l'accélérer. Et donc, dans la poche là, des 2,5 milliards que j'évoquais tout à l'heure, l'objectif, c'est de permettre à nos administrations d'accélérer cette mue, et c'est de le faire avec des acteurs du numérique. Et donc, de deux manières, en permettant à des entrepreneurs, des acteurs innovants, d'avoir accès à des marchés. On l'a fait d'ailleurs pendant le Covid. Alors, je trouve que c'est, au fond, un très bon exemple. On l'a fait avec, pardon d'utiliser de gros mots, mais des licornes qui ont accepté de participer et au fond d'avoir un side business et même pro bono sur beaucoup d'éléments comme ça a été présenté tout à l'heure. Et puis on l'a fait avec des intrapreneurs qui venaient du secteur public et d'autres entreprises dans un consortium avec Stop Covid. Et donc on a eu tous les modèles qui ont été là. Ce qu'on veut faire avec ces 2,3 milliards, c'est accélérer notre transition. On ne la fera pas en interne. Je vais être très clair. Pour être simple, c'est 2,5 milliards. C'est pas pour embaucher des développeurs dans nos administrations. Et c'est pas pour acheter des solutions qui seront sur pièce et qui seront américaines ou chinoises, même s'il y a peu de probabilité sur la deuxième. Et donc, c'est de véritablement aussi, pour nous, développer l'écosystème d'innovation français et européen pour permettre de nous aider à faire notre propre transformation, mais de donner du chiffre d'affaires à nos acteurs. Et donc ça va être dans la définition des cahiers des charges, mais la philosophie, c'est celle que je viens d'évoquer. C'est aussi pour ça qu'on la met dans le France Lancé. Nous, on se transforme, mais on se transforme avec notre écosystème, parce qu'on en a besoin, et parce qu'on sait qu'une partie de la manière de vous aider, c'est d'être investisseur en fonds propres, ce qu'on fait avec BPI et les différents fonds que Nicolas pilote, et de l'autre côté, d'être client. Et d'être un client fidèle, stable, et ce faisant, de continuer à bâtir notre propre souveraineté. Et c'est vrai que ça a été une faiblesse française. Quand on voit sur les composantes de la tech aujourd'hui, c'est parce que la France a été mauvaise cliente qu'on se retrouve avec des faiblesses parfois ou des trous dans notre palette. Voilà. Merci beaucoup. Je dois filer et je regrette qu'on n'ait pas un moment plus convivial comme on l'a d'habitude. Mais d'abord, ça me fait toujours plaisir de vous retrouver. Je vois les visages amis depuis longtemps et des nouveaux visages. Ça me fait plaisir de voir qu'au fond, le message clé de la journée, c'était qu'on n'était pas assez ambitieux dans les objectifs et pas assez complet. Et donc vraiment pour moi c'est ce que je consolide et je pense que ça correspond complètement à l'esquisse de stratégie qu'on a mis sur la table au-delà de France Relance. Donc tenez bon dans cette période, ne vous laissez pas, si je puis dire, décourager ou ne vous laissez jamais décourager. Je pense que le pays va continuer, enfin nos économies, nos pays vont continuer à traverser des moments